Mégahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et il est important de se connecter. Mégahertz. Je m'appelle Ebi, je suis infirmière en psychiatrie et créatrice de ce podcast, Mégahertz ou MAG dans la barre de recherche. Mégahertz parle principalement de santé et de bien-être, mais pas que. Il a pour objectif de démystifier, apporter de la lumière sur des réalités scientifiques et spirituelles insoupçonnées. C'est aussi l'envie de partager tous ces sujets qui m'animent, qui me caractérisent, héritage, transmission, identité, mes valeurs, nos histoires, nos savoirs. Je te laisse à souhait commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bande son que tu entends, elle est produite par Jordan Hip Beats sur Insta. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien, microphone. À vos écoutes, chers électrons libres. Mégahertz est boutitileuse. Ce que je trouve hyper intéressant avec la boutithérapie et tous les préjugés qu'on connaît, on te dit, comme tu dis en boîte de nuit, tu secoues les fesses, ça veut dire que tu cherches quelque chose alors que ça n'a rien à voir. Est-ce que ici en Europe, en tout cas, les gens bouger les fesses est renvoyé à quelque chose de très féminin, enfin on va savoir pourquoi. Est-ce que les hommes aussi sont admis à tes cours? Oui, les hommes sont admis à mes cours. Ça marche pour les femmes et je pense que ça marche aussi pour les hommes. Il y a certaines femmes qui préfèrent qu'il n'y ait pas d'hommes dans les cours parce qu'elles se sentent plus à l'aise. Enfin, elles ont toujours peur de ce regard extérieur, extérieur au sexe féminin, de ce regard qui est là, qui puisse s'imaginer, mais elle bouge comme si à cause de cela. Il y a plusieurs femmes qui m'ont dit qu'elles ne préféraient rester qu'entre femmes. Mais moi, à mes cours, j'accepte tout le monde. J'ai formé des instructrices pour devenir des personnes pour devenir instructrices de la boutithérapie et certaines m'ont dit direct, moi je ne prends aucun homme dans mes cours, il y aura que des femmes ou des je connais pas les termes, mais en tout cas ou des transgenres, des ouais, ok, voilà, c'est bon, voilà. On s'est compris, ouais. Mais pas d'hommes cisgenres, c'est ça? C'est ça, exact, c'est ça le genre. Voilà. Ça veut dire qu'il est né homme avec un sexe d'homme et il vit sa vie d'homme, quoi. Masculinité, hétéro, ouais. Voilà. Et donc c'est le seul type qu'elles ne veulent pas accepter. Mais moi je suis pour tout le monde, mais j'accepte aussi que des femmes aient envie de se retrouver entre elles. Là en plus c'est un sujet d'actualité là, le fait que les femmes ont besoin de se retrouver entre elles, que les noirs ont besoin de parler de leur trauma ensemble et tout ça. Et donc je l'entends bien, mais en même temps moi à mes cours pour l'instant tout le monde peut venir. Je savais pas que tu écrivais des livres. Tu as dit en arrivant que tu écrivais un roman. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus? En fait, oui, j'écris. C'est plutôt un récit. On parle des violences que j'ai subies depuis ma naissance. Voilà, les différentes formes de violences que j'ai pu subir dans ma vie. En fait, c'était en 2014. On m'avait invité à donner un cours de boutithérapie à une réunion de femmes victimes de violences. Le 25 novembre, donc la journée internationale pour l'élimination totale des violences faites aux femmes. Et moi, on m'avait dit de venir pour les faire danser. C'est deux de mes élèves qui avaient dit ça. Donc Marie et Leïla qui m'avaient dit oui, tes danses, c'est sûr qu'avant ça va aider ces femmes-là. Moi à l'époque je voyais pas trop en quoi, mais bon. Et quand je suis arrivée à cette réunion, en fait, toutes les femmes étaient en train de décrire les violences qu'elles subissaient une par une. Donc chaque femme avait une violence. Viol, battue par son mari, violence psychologique au travail, harcèlement, harcèlement moral, harcèlement psychologique, plein de formes de violences différentes. Et moi, en fait, j'écoutais tout ça et je comprenais pas pourquoi elles pleuraient. Elles étaient là en train de raconter leurs trucs, donc on leur laissait le temps de parler et elles chialaient. Je comprenais pas pourquoi elles pleuraient parce qu'en fait, 90% des violences qu'elles étaient en train de citer, je les avais vécues. Mais en fait, je croyais que c'était normal. Je croyais que toutes les femmes vivaient ça et que c'était quelque chose dont on ne parlait pas spécialement, mais que toutes les femmes vivaient ce genre de violence. Et c'était là en fait que j'ai commencé à me dire mais c'est pas normal peut-être parce que si chacune chiale comme ça pour un truc, mais moi comment je devrais pleurer quoi sur toutes ces choses. Ouais mais enfin t'étais déjà en fait ce qui m'étonne moi c'est que 2014 t'étais déjà grande, c'est pas si loin. Bah oui, c'est pas si loin, ouais. 2014 oui, j'avais 39 ans. Ouais. Ah ouais, donc toute ta vie t'as avancé en croyant que c'était la normalité. T'es une femme, il faut supporter, on connaît entre guillemets les schémas que nos parents nous inculquent en disant t'es une femme, telle est ta destinée, pourquoi c'est ça. Pourquoi pleurer? Pourquoi tu te plains? T'as envie, t'es déjà alors. Oui, voilà. T'es une femme, tu vas supporter. Enfin. Oui, exactement. Ouais, je vois très bien le. Ah ouais, quand même. Okay. Mais c'est pas que la famille, hein. C'est, pour moi, c'est aussi comme j'ai vécu dans ma cité ou comme j'ai vécu à l'école, quoi. C'est
c'est comme ça et tu te la fermes, quoi. Enfin, quand je comprenais pas un truc ou que je trouvais quelque chose n'était pas normal, c'était juste, c'est comme ça et c'est comme ça et avance, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, quoi, pendant toute ma vie. Ouais, je me rendais pas compte. Et, l'année d'après, en fait, j'ai des choses qui me revenaient en tête en me disant, mais, en fait, c'était pas normal, ce truc. C'est des choses où je pensais que c'était de ma faute. Des viols que j'avais pu subir où je me disais, ah, c'est de ma faute, j'étais trop conne, j'aurais pas dû, ou, bon, j'ai dit 10 fois non, j'aurais peut-être dû le dire une 11e fois, ou, voilà. Tout au long de ma vie, c'est comme si j'étais en train de me reprocher des choses. Et là, en fait, je me disais, mais en fait, non, c'est pas normal. Et donc, je retournais dans chaque histoire et j'essayais d'analyser. Je disais, mais oui, effectivement, c'est pas normal. Et toutes ces violences qu'il y avait en moi, en tout cas, il y a que la danse qui m'a aidé en tout cas, à équilibrer mes émotions, enfin mon état d'esprit, mon état d'être. C'est vraiment la danse, quoi, parce que ces violences-là, elles étaient en moi et même si moi consciemment j'étais là genre ok c'est fini c'est passé, tous les traumas qu'on a ils sont à l'intérieur de nous et ça gigote partout et tant qu'on règle pas ils vont pas te laisser tranquille quoi. Et moi la danse m'a aidé en tout cas à me libérer un petit peu de certaines choses, mais ça veut pas dire que ça a réglé les choses. Et donc le livre, en tout cas quand j'ai commencé à l'écrire, ça a pas été facile parce que je retraversais toutes ces choses et je suis assez précise dans ce que je raconte. Ce que je ressens, ce qui se passe, ce qu'il y a autour de moi et les gens qui me disent que c'est pas grave et tout ça. Il y a tellement d'histoires que je peux pas dire en détail, mais voilà, c'est ce que je raconte. Et ce que je raconte en parallèle, c'est comment la danse et le théâtre m'ont permis de garder cet équilibre-là. On fait en sorte que j'étais pas en train de chialer comme les autres femmes à cette réunion. C'est parce que si j'avais pas eu la danse et le théâtre, enfin à mon avis, je serais plus là, quoi. Humainement, c'est pas possible de supporter toutes ces choses-là. Et voilà. Et donc je décris comment j'ai rencontré la danse, un peu ce que j'ai raconté tout à l'heure avec Claude François, avec Katie et plein d'autres anecdotes, et comment ça m'a aidé et ce que je vois quand je danse, quand je suis en transe, la première transe que j'ai pu vivre avec un prof de danse traditionnelle sénégalaise. Ce qui se passe à ce moment-là, est-ce qu'il soigne, parce que la transe ça soigne. Et dans mes cours, j'amène les boutiquilleuses à se rapprocher de cet état de transe qui fait que les choses se règlent par elles-mêmes. Moi, je fais rien. Moi, je les amène juste à se lâcher, à se libérer, et le corps, il règle les choses tout seul, quoi. Et voilà, c'est ce que je raconte dans le livre. Avec mes mots, j'ai tenu, voilà, ça a pris du temps parce que les gens voulaient que je parle bien français. Et moi, je voulais parler comme j'avais vécu ces choses-là, donc les choses qui m'est arrivées quand j'avais 5 ans, je vais parler avec mes mots de 5 ans. Les choses qui me sont arrivées quand j'avais 15 ans, j'ai envie de les dire avec mes mots de 15 ans de cité. Ou quand on parle, voilà. Et puis voilà, les choses qui me sont arrivées plus tard avec les mots de ces moments-là. Et les insultes quand elles viennent dans ma tête, quand je pense à ces personnes ou quand je pense à ces situations, je voulais pouvoir parler comme je pensais les choses et comme je les voyais. Ça n'a pas été évident de trouver l'éditeur qui veuille m'accompagner sur ça, mais je dis ça y est. C'est bon, c'est signé, c'est prévu pour le mois de novembre et voilà, c'est le tout premier et j'ai hâte qu'il sorte et de le partager. Juste pour savoir le nom, pas avoir le nom de ton livre. Alors c'est Je me relève. Après c'est assez marrant, c'est pas le terme mais intéressant. Je dis toujours que le génie n'arrive pas seul en fait. La rage et la détermination de ceux qui ont la partie visible de quelque chose en fait. On va se dire mais cette personne elle a une vie en or, c'est génial et tout, mais en fait quand on gratte, il y a quand même je pense 2-3 couches un peu plus profondes, un peu moins strass et paillettes. Metteuse en scène, je pense que c'est par rapport à la danse. Par rapport à la danse et au théâtre, il y a le spectacle Et Mariamou que j'ai écrit en 98. Donc j'avais 23 ans. Donc c'est une pièce qui parle de la double culture. Je me suis inspirée des rapports conflictuels que j'avais avec ma mère quand j'avais 15 ans et de ce que l'école nous impose et comment trouver sa place quand on est coincé entre plusieurs cultures. Donc la pièce elle commence avec la mère qui trouve un préservatif dans les affaires de sa fille. Et en fait, le préservatif a été donné par l'école pour la prévention contre le sida. Et la mère ne la croit pas. Et donc, ça fait un gros drama. Elle prend un rendez-vous pour voir la principale du collège. Et en fait, j'ai pris des sujets, comment on va dire ça, lourds. Et j'ai voulu utiliser l'humour pour faire passer quelques messages et pour montrer une réalité de ce que peuvent vivre des personnes qui sont issues de la double culture. Et ce spectacle, en fait, on l'a joué une centaine de fois maintenant. On l'a joué plusieurs fois à Paris. On l'a joué en version anglaise à San Francisco. On l'a joué au Festival d'Avignon. Donc, par rapport à cette pièce, je suis metteuse en scène et j'avais aussi fait un montage de textes afro-américains. J'ai adapté un roman de Toni Morrison
quand j'avais 21 ans. Et en fait, voilà, je l'avais mis en scène avec une troupe de comédiens de Paris. Et là, c'était vraiment totalement théâtre. Et Mariamou, il y a un petit peu de danse dedans, mais c'est beaucoup théâtre aussi. Et voilà, j'avais fait aussi un montage sur des textes afro-américains, donc des textes de James Baldwin, Richard Wright, des scènes de films de Spike Lee, oui, toujours Toni Morrison, que j'avais mis en scène aussi. D'accord, c'est un parcours très riche. En fait, tu es autodidacte, on peut dire ça comme ça? Pour le théâtre, quand j'étais en section littéraire option théâtre au lycée. Ok. Donc seconde, première, terminale littéraire, voilà, option théâtre. J'ai eu mon bac grâce au théâtre. J'étais aussi et l'anglais aussi. J'étais pas très bonne à l'école parce que j'écoutais beaucoup, mais après quand il fallait recracher le truc en contrôle, ça me disait rien. Mais en tout cas, j'emmagasinais. Je savais pas que ça allait ressortir comme ça 2-3 ans après, 15 ans après, 20 ans après. Et j'étais en section littéraire. Donc là, en fait, le fait d'écrire un livre, en fait, ça pourrait paraître évident, même si pendant 20 ans de ma vie, j'en ai rien fait. Enfin, j'en ai rien fait. Si, j'ai quand même travaillé sur j'ai quand même écrit Mariamou et travaillé sur quelques adaptations. Autodidacte, oui, mais les connaissances, je les ai prises quelque part quand même. Et après, je fais beaucoup de recherches. Là, pour écrire mon livre, je pars sur l'excision, parce que j'ai été excisée quand j'avais 3 ans. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai pu continuer à développer mon livre. Et dans le livre, je parle de toutes les atteintes à ma chatte. Bon, c'est mon langage, hein, c'est ma façon de parler. Mais toutes les atteintes à ma chatte, entre l'excision, les viols, l'épilation aussi. Comme par hasard, oui, la danse qui me parle, c'est la boutithérapie, c'est le fait de bouger ses fesses, de bouger son bassin. Et pour moi, cette danse, c'est une façon de me réapproprier mon corps. Quand je bouge à ma façon, là, mon corps m'appartient. Ce qui se passe, c'est par rapport à ma décision à moi et par rapport à mes besoins et voilà. Ouais. Ok. Nickel. Non, mais c'est hyper intéressant. Je sais pas si un dernier point, comme tu en as parlé, je pense que ce serait intéressant. Ce serait de parler de la transe, mais juste avant, je réédite ce que je dis parce que tu es réellement une guerrière et pour moi, tu restes quand même une médiatrice en fait. C'est ma lecture de tout ce que tu dis et des femmes qui se mettent à pleurer, tout ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça que j'aime beaucoup avec la recherche du bien-être ou d'être en phase avec soi-même, c'est que quoi qu'il advienne, on retourne toujours sur ses pieds. Pour moi, tu es une médiatrice. Permettre à des gens, je suis infirmière, et permettre à des gens de se sentir mieux, d'évacuer des traumas aussi lourds, parce qu'on n'est pas sur un bras cassé. Hein. On s'en fout d'un bras cassé, ça, voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de la médiation. Après, j'ai quand même une autre question personnelle à te poser. Mais aujourd'hui, je sais pas comment se constitue ta famille, mais qu'est-ce qu'en pensent tes parents, en tout cas, ou qu'est-ce qu'ils ont dit de ton entreprise Boutithérapie? Alors, mes parents, par rapport à mes entreprises Boutithérapie, ce que je disais, c'est que quand ils ont enfin décidé de me laisser aller en cours de danse, c'est vraiment parce que ils ont vu le changement. Enfin, j'étais une sauvage. Quand il y avait quelque chose qui me plaisait pas, je claquais les portes, je hurlais dans toute la maison, dans tout le bâtiment, dans toute la cité. Et dès que j'ai commencé la danse, en fait, voilà, ils voyaient que j'étais plus calme, plus posée, que voilà, je ressemblais aux autres, voilà, enfin, je ressemblais à une enfant normale, si ça existe, une enfant normale. Donc en fait, ils m'ont laissé un peu faire mes choses. Moi, je montrais pas trop ce que je faisais. Mais à partir d'un moment, voilà, je suis passée à la télé. Et cette même période, mes parents sont venus voir ma pièce de théâtre et Mariamou, où je danse aussi dedans. Et bon, avant qu'ils viennent, j'ai essayé de changer plein de choses de la mise en scène. Normalement, j'avais un tout petit haut. Là, j'avais mis un long t-shirt opaque. J'avais un tout petit haut transparent, vous voyez, subtif et tout. J'avais dit, oui, à un moment, on danse un zouk love. J'avais dit, bon, là, on fait le slow, mais tu tiens bien tes bras loin comme ça. Il y a une des comédiennes qui a dit, bon, mais Mouna, ça suffit, on fait ta pièce ou on fait la pièce d'une bonne sœur, là? J'ai dit, ok. Et c'était assez flippant pour moi parce que le personnage de la mère, c'est vraiment ma mère, quoi. J'ai pris des phrases à elle, comment elle parle, j'ai pris ses expressions et tout. Et en fait, au final, ça s'est bien passé. Il y a ma mère, en fait, qui m'a engueulée parce que il y avait des gens qui étaient venus et la salle était pleine, c'était complet. Et ma mère m'a dit, mais la prochaine fois, tu prends une salle plus grande. Il y a des gens qui sont venus, ils se sont parfumés. Ils se sont déplacés jusqu'au théâtre. Ils ont même pas pu s'asseoir pour voir le spectacle. Alors la prochaine fois, tu vas respecter les gens et puis tu vas prendre une salle plus grande pour contenir, voilà, tout le public. C'est bien, c'est beau. C'est beau. Ah ouais, ah non mais c'est bien.
la mère qui corrige, mais il y a un bon derrière, quoi. Enfin, il y a quelque chose de, mais c'est bien, c'est que, c'est ça, oui. c'est Pour bien. Moi, pour moi, le compliment qu'elle m'a fait sur mon travail, c'était ce jour-là, quoi. Pour me dire, mais ce que tu fais, ça te déchire tellement, mais vois les choses plus haut, quoi. Parce que tu vas te prendre une petite salle comme ça, là, où t'es obligé de refuser du monde. Et mon père, il m'a dit, c'est bien. Mais tu sais, pour tout ce que t'as à dire, t'as pas besoin de te mettre en mini-jupe, hein. Si jamais tu mets une jupe longue, les gens vont l'entendre de la même façon. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, c'est pas pour ça que j'ai arrêté de mettre des trucs courts. Mais j'ai bien aimé, en tout cas, qu'il ait vu le fond du message, le fond de mon travail derrière tout ça. Et j'ai eu la reconnaissance aussi des gens, parce que nous, on est des Soninké, et les Soninké, c'est assez fermé. Enfin, voilà, la culture, les traditions, faut vraiment les garder. Et en fait, j'ai reçu un prix de la part de... Le prix s'appelle Linonad, et ça a été remis par des papas Soninké. Donc, qui sont là, genre les maîtres de la tradition et tout ça. Et j'étais vraiment très étonnée et je me souviens que j'avais pleuré quand j'avais reçu le prix, comme si c'était un Oscar. Enfin, pour moi, c'était encore plus qu'un Oscar, parce que je sais que pour le monde occidental, je sais que voilà, je réponds à des codes qui font que ouais, on peut me kiffer et tout. Mais je sais tout ce que je transgresse, voilà, chez les Noirs. Et là, que eux arrivent à passer par-dessus toutes les choses que je transgresse en se disant oui, le fond de ton message veut dire quelque chose. Ah, ça c'était extraordinaire. Et donc en fait, j'ai du soutien de cette façon-là, même si de temps en temps on va me faire comprendre ah non mais ta tenue là, oh mais bon, ils savent très bien que je vais pas écouter s'ils ont envie de parler. Qui parle? Oui. Mais voilà. La vache, c'est très bien. Parce que en fait, mine de rien, la notion de double culture ou de plusieurs cultures, il y a des milieux où tout est facile, t'es mignonne, t'as la mini-jupe, t'as la tchatch, mais en fait, je crois que le vrai milieu où la reconnaissance, elle sera plus difficile, c'est le tien. Parce que comme tu parles de transgression, je suis pas soniquée, hein, mais j'ai compris, voilà. Et ça, bah si, c'est un Oscar. Ça, c'est un Oscar. Ça, c'est un Oscar en soi, parce que faut essayer que l'autre arrive à s'imaginer tous les codes duquel l'autre est issu et ce que ça représente que de se présenter comme ça, de dire ça, de remettre ça en question et puis le côté culturel, remettre les choses en question. Si t'es kamikaze, hein, c'est être kamikaze que tu fais ça, parce que le terme c'est kamikaze. Non, mais le livre, bah, je sais pas où je serai après la sortie, mais ça va être chaud. Mais juste avant de te laisser tranquille, je voulais que tu me parles de la transe. Je trouve que on est traversé par énormément d'énergie. On est très cartésien, en tout cas, très rationnel. Tu vas au travail, tu rentres, tu dors chez toi. Bouger les fesses, oh, c'est dégoûtant. Enfin, mais je pense qu'il y a quelque chose à dire dessus. Bah, peut-être que je vais raconter la première transe que j'ai eue. Donc, c'était un cours de danse traditionnelle. Donc, j'étais à l'université et en option, il y avait des cours de danse traditionnelle. Donc, bah, bien sûr, j'y suis allée. Et donc, il y avait plein de percussionnistes. Le prof, il s'appelle Babacar Nyang. Et en fait, bah voilà, il fait danser tout le monde et tout ça. Et à partir d'un moment, il me dit, toi, ta partie c'est le bassin. Je comprends pas trop pourquoi il me dit ça. Il me dit, bah vas-y, mets-toi là, on va jouer pour toi. Tu commences à bouger avec ton bassin et tu te laisses aller. Je dis ok. Il commence à jouer, je commence à donner un coup de bassin et pouf, je suis en l'air. Pour moi, ça a duré 1/100 de seconde. La transe, en fait, c'est tout s'arrête. Il y a plus de temps, il y a plus de mouvement. Je voyais tout en rouge, orange. Les gens autour de moi, je les voyais en train de m'applaudir, mais au ralenti. J'entendais un bruit lointain de gens qui étaient en train d'applaudir et de crier. Et j'étais en l'air. Et je les regardais, j'arrivais à voir à 360 degrés. J'arrivais à voir tout ce qu'il y avait autour de moi. Et à un moment, j'ai entendu un dernier bam avec les tambours. Donc, c'est eux qui ont décidé de me faire redescendre. C'était le dernier coup de djembé ou de tambour, de doum, je sais pas exactement. Je suis tombée. Et là, je suis revenue parmi tout le monde et j'ai pleuré. En fait, j'étais en train de me vider de toutes ces choses que j'ai gérées Enfin, j'ai l'impression que ça... À la fois, c'était long et court. À la fois, j'ai l'impression que ça durait 1 seconde et à la fois, ça a réglé plein de choses qui étaient en moi. Et après ça, j'avais une de ces forces de faire plein de choses sur lesquelles je doutais, plein de choses sur lesquelles je me trouvais pas assez légitime. Voilà. Après ça, voilà. Plein de choses sur lesquelles, oui, je me sentais coupable. Bah, cette culpabilité, en tout cas, elle ne me bloquait plus. Elle se situait ailleurs. Fallait que je la règle. Donc, c'est ce que j'ai fait avec le livre. Mais en tout cas, à ce moment-là, elle ne me bloquait plus pour faire mes choses. Alors qu'à l'époque, j'avais une telle culpabilité en moi qui faisait que je pouvais rien faire. Et cette transe m'a permis de, waouh,
de tout régler en 1/100 de seconde. Et ça, ce sont des choses qu'on retrouve un peu partout dans le monde, hein. En tout cas, les chamans. J'ai écouté un podcast il y a pas longtemps. Quelqu'un me l'a envoyé comme par hasard. M'avait envoyé ce podcast. Je ne saurais pas citer de qui ça vient. Je suis désolée. Je pourrais te l'envoyer après, comme ça. Bien sûr, avec plaisir. Et puis je le mettrai en lien pour les gens, oui, pour les électeurs. Super. Faut l'écouter en entier. Et justement, c'est une occidentale, une européenne, une française, je pense, qui allait se former pour être chamane. Et c'est intéressant comment elle explique ça et comment on le devient. Et en fait, chaque personne est un chaman en soi, quoi. C'est quelque chose qu'on a en nous. Après, faut réussir à se faire guider pour atteindre ces formes de transe qui nous font du bien, qui nous guérissent. La manière dont tu t'écris, je pense que c'est un très bel exemple. Enfin, c'est une illustration, en fait. C'est pas une définition, mais c'est tout aussi intéressant. C'est comment tout s'aligne en même temps. Exactement. Parce qu'en fait, t'es incapable de dire ce que tu faisais. Ah oui, ça c'est sûr. Toi, tu sais que c'était bien, mais t'as entendu les gens hurler, genre, ils ont dû adorer, mais toi, oui. Ok. Non, mais j'aime beaucoup. Et surtout, j'attends le lien du podcast dont tu parles. Ah oui, ouais. Je pense que là, j'ai tout. Bonne continuation à vous toutes. Merci. Donc voilà, bon après-midi. À toi aussi. Merci. Avant de vous laisser, je vous laisse tout le plaisir d'écouter le témoignage d'une boutiquileuse, Julia. Formatrice et aussi danseuse, vous délecterez de ses propos. Donc d'abord, pour qu'est-ce que ça m'a apporté, la boutithérapie? Beaucoup de choses, c'est difficile de choisir, mais la première chose, c'est vraiment de m'aider dans mon processus de réconciliation avec mon corps, parce que je suis j'ai beaucoup de complexes, comme énormément de femmes, depuis longtemps. Et en fait, de réussir à danser en mini-shirt comme ça, déjà dans une salle de danse, c'était impossible pour moi. Et d'autant plus maintenant dans la rue, lors de flash mobs, etc. Et c'est vraiment grâce à la sororité, la bienveillance qu'il y a dans les cours de boutithérapie. Toutes les femmes sont acceptées, quel que soit leur corps, leur corpulence, petites fesses, minces, grosses, maigres, de toutes les couleurs, de tous les âges, de toutes les tailles. Et en fait, de voir qu'il y avait de la beauté chez chacune. Et en fait, donc même si c'est un processus qui n'est pas terminé, de vraiment oser montrer mon corps, oser danser d'une façon qui peut être perçue comme vulgaire, mais de me réapproprier cette soi-disant vulgarité qui est en fait simplement l'expression de ce qui est à l'intérieur de moi, et que je peux danser de cette façon-là en étant sexy, en étant sensuelle, voire même sexuelle, pour personne d'autre que moi-même. Pas pour plaire, pas pour séduire, pas pour le regard des hommes ou même des autres, mais simplement pour moi, et de voir la libération que ça crée en moi de pouvoir danser comme ça. Et depuis, je suis devenue aussi instructrice parce que j'ai déménagé dans un pays où il n'y a pas de boutithérapie encore, et donc c'était impensable pour moi de ne pas pouvoir continuer à danser. Et donc j'ai vraiment envie aussi de transmettre ce concept qui m'a tant apporté là où je vis aujourd'hui, donc en Suisse, à Lausanne. Ça m'a aussi évidemment apporté beaucoup d'amis et de la sororité, de vraiment prendre conscience de la puissance des femmes ensemble, de la puissance de la sororité, justement, de se soutenir. En boutithérapie, il n'y a pas de comparaison, de performance entre nous. C'est qui qu'on soit, et qu'on soit nouvelle, qu'on soit là depuis une fois ou 10 ans, en fait, on va toutes s'encourager parce que tout ce qu'on fait, tous les progrès qu'on fait, on les fait pour nous et on va se soutenir dans ces progrès. Il n'y a pas de place à la comparaison, au jugement, ni quoi que ce soit. Comment on reconnaît une nouvelle? Alors c'est assez marrant parce que souvent les nouvelles, on les reconnaît parce qu'elles portent des leggings noirs généralement. Et en fait, très vite, on se rend compte que pour vraiment bouger et voir les mouvements du corps et des fesses, en fait, le mieux c'est d'être en short, parce que le legging, ça serre, et en plus le noir, ça empêche de voir les mouvements. Donc il y a beaucoup de filles qui disent « Ah, mais moi ça bouge pas, etc. » Et oui, forcément, parce que quand on est en legging, ça bouge pas. Et il y a un truc que j'adore en boutithérapie, c'est que quand il y a une nouvelle ou des nouvelles, en fait, on les accueille parmi les boutiquilleuses et on les applaudit simplement d'être là. Et voilà, c'est un tout petit truc, mais pour moi, ça veut tout dire de l'esprit de la boutithérapie. Et oui, par rapport à la question de la réappropriation culturelle, alors d'abord, j'espère ne pas être maladroite dans mes propos. Je suis pas sûre d'être la mieux placée pour parler de ça, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet dont on parle beaucoup entre nous, entre instructrices, et puis même, voilà, moi, j'en parle beaucoup. J'ai écouté pas mal de choses, lu pas mal d'articles à ce sujet-là.
Et c'est vrai que pour moi, ce qui est important et ce qui est vraiment présent dans la beauty-thérapie, et c'est aussi grâce à la formation qui est donnée par Maïmouna, c'est de vraiment, justement, la réappropriation culturelle, c'est le fait de s'approprier une culture qui n'est pas la nôtre sans lui donner le crédit, sans donner le crédit aussi aux personnes qui l'ont créée, etc. Et en beauty-thérapie, on va toujours, quand on amène une chorégraphie ou une musique, remettre du contexte et dire d'où ça vient, en fait, quelles sont les origines. Par exemple, le twerk, voilà, c'est pas une invention des années 2000, c'est une danse traditionnelle qui existait il y a très très longtemps et qui est aujourd'hui beaucoup mise en avant et un peu à la mode. Mais voilà, derrière, à la base, c'est une danse de trance, c'est une danse traditionnelle, sacrée. Et donc, c'est vraiment de redonner aussi leur place aux traditions et de s'inscrire là-dedans dans un but de transmission et aussi de dire l'histoire et de rendre le crédit justement aux personnes qui ont mis en place ces danses notamment et qui s'inscrivent dans un contexte socio-économique, culturel, historique, politique. Donc voilà, même si je ne suis pas une spécialiste, voilà, j'ai écouté pas mal de choses à ce sujet-là, notamment sur les podcasts de Roca Diallo et Grace Lee Skif Taras, qui écoutait une conférence aussi qui m'a été conseillée par une autre boutiquileuse de Happy Beach sur ces sujets-là. Et je pense que c'est vraiment important, enfin en tout cas c'est vraiment important pour moi de me renseigner et de pouvoir avoir des discussions ouvertes à ce sujet. En espérant t'avoir fait vibrer un peu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller Megahertz, que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur MAZ Podcast. Production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Abby au microphone. À très vite sur les ondes.